7 février 1985, 12h15, Guadalajara. Enrique Kiki Camarena sort du consulat américain pour déjeuner avec sa femme. Agent de la DEA depuis 8 ans, père de 3 enfants, il ignore qu'une douzaine d'hommes armés l'observent depuis plusieurs semaines. En 20 secondes, sa vie bascule. 4 hommes l'interceptent, le forcent dans une voiture. Derrière cet enlèvement se cache l'organisation criminelle qui a littéralement inventé le narcotrafic moderne et corrompu un État entier. 20 secondes qui vont déclencher une guerre entre deux nations. Car derrière cet enlèvement se cache une vérité stupéfiante que même Netflix n'a pas osé révéler complètement dans Narcos Mexico. Cette organisation criminelle ne ressemblait à rien de ce qui existait auparavant. Avant Pablo Escobar, avant El Chapo, il y eut Miguel Ángel Félix Gallardo, surnommé El Padrino, le parrain. Son cartel de Guadalajara n'était pas qu'une bande de trafiquants ordinaires, c'était une multinationale du crime. La première fédération criminelle de l'histoire moderne, le prototype de tous les cartels qui terrorisent aujourd'hui l'Amérique. Vous allez découvrir des révélations qui n'apparaissent dans aucune série. Comment 3 hommes issus de familles paysannes du Sinaloa ont-ils réussi là où d'autres ont échoué? Comment ont-ils construit un empire générant plus de 8 milliards de dollars par an? Comment ont-ils corrompu un État entier, de la police locale aux plus hauts dirigeants? Pourquoi leur nom reste-t-il gravé comme les parrains fondateurs de la guerre de la drogue qui ensanglante encore le Mexique? Cette enquête révèle l'histoire vraie du cartel de Guadalajara, décortique ses méthodes révolutionnaires, expose la corruption systémique qui l'a rendu possible et analyse sa chute spectaculaire. Parce que comprendre cette organisation, c'est comprendre comment le Mexique est devenu le laboratoire mondial du narcotrafic. Une histoire de pouvoir absolu, de trahison et d'un meurtre qui a changé l'équilibre géopolitique de l'Amérique du Nord. Badiraguato, État du Sinaloa, année 1940. Dans cette commune de 30 000 habitants perdue au cœur de la Sierra Madre occidentale, contrairement aux autres jeunes de sa génération qui partent aux États-Unis comme braceros pour gagner quelques dollars, Gallardo fait un choix différent. Il choisit de servir l'État mexicain. À 20 ans, il intègre la police judiciaire fédérale, puis devient garde du corps personnel du gouverneur de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Cette position privilégiée lui ouvre les portes du pouvoir politique mexicain. Gallardo observe, apprend, tisse méthodiquement des relations qui s'avéreront cruciales pour son avenir criminel. Il comprend rapidement que l'État mexicain fonctionne sur un système complexe de loyauté personnelle, de corruption institutionnalisée et de compromis tacites. Surtout, il découvre que la frontière entre légalité et criminalité est poreuse, négociable, monnayable selon les circonstances. Rafael Caro Quintero, né en 1952 dans le même Badiraguato, incarne une autre facette du Sinaloa criminel. Issu d'une famille nombreuse de 12 enfants, il grandit dans la pauvreté absolue, témoin quotidien de l'exode rural massif qui vide progressivement les campagnes mexicaines. Dès 14 ans, il cultive du cannabis avec ses frères sur les flancs escarpés de la Sierra, apprenant les techniques ancestrales transmises par son grand-père. Mais Caro Quintero n'est pas un simple paysan comme les autres. C'est un visionnaire agricole avant l'heure. Il expérimente de nouvelles variétés, importées clandestinement de Colombie, perfectionne les techniques d'irrigation dans ces montagnes arides, transforme progressivement la culture artisanale de marijuana en quasi-industrie. Ernesto Fonseca Carrillo, surnommé Don Neto par respect pour son expérience, représente la génération précédente des narcotrafiquants mexicains. Né en 1930, il a commencé sa carrière criminelle dans les années 60, époque où le trafic de drogue mexicain se limitait à quelques filières d'opium et de marijuana vers les États-Unis. Respecté par tous pour son expérience et sa discrétion légendaire, Fonseca apporte au futur cartel sa connaissance approfondie. Cette année-là, le gouvernement américain de Gerald Ford convainc son homologue mexicain de lancer l'opération Condor, la plus vaste campagne d'éradication jamais organisée contre les cultures de drogue sur le continent américain. L'objectif affiché semble logique et noble: détruire définitivement le Triangle d'Or, cette région montagneuse du Sinaloa où prospèrent depuis des décennies les plantations d'opium et de marijuana qui alimentent le marché américain. L'opération mobilise des moyens considérables pour l'époque. 10 000 soldats mexicains, 200 agents de la DEA spécialement formés, une cinquantaine d'hélicoptères de combat prêtés par l'armée américaine. Cette armada moderne sillonne méthodiquement la Sierra Madre pendant 3 longues années, brûle systématiquement les champs de pavots et de cannabis, détruit à l'explosif les laboratoires rudimentaires, arrête par centaines les paysans qui n'ont souvent d'autre choix que ces cultures pour survivre.
Les images de ces montagnes en flammes, de ces nuages de fumée toxique s'élevant vers le ciel, font la une des journaux américains et mexicains. Washington jubile, persuadé d'avoir porté un coup fatal et définitif au narcotrafic mexicain. Les politiciens américains se félicitent publiquement de cette coopération exemplaire avec leurs voisins du Sud. Mais ils commettent une erreur stratégique monumentale dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Pour comprendre l'ampleur de cet échec, imaginez détruire quelques champs de marijuana, éparpillé va créer le plus puissant empire criminel de l'histoire. Loin de détruire le trafic mexicain, l'opération Condor va l'industrialiser de manière spectaculaire. Car face à cette répression d'une intensité inédite, les narcotrafiquants du Sinaloa adoptent une stratégie collective révolutionnaire qui va changer la face du crime organisé mondial, l'exil stratégique vers Guadalajara. Mais pourquoi précisément Guadalajara? Cette métropole de 2 millions d'habitants, située à 550 km au sud-est de Mexico, présente des avantages stratégiques uniques. Cette discrétion relative permet aux criminels de se fondre dans le tissu social bourgeois, d'adopter une façade de respectabilité qui les protège des soupçons. Gallardo, Caro Quintero, Fonseca et leurs principaux associés s'installent progressivement dans les quartiers résidentiels huppés de Guadalajara entre 1978 et 1980. Ils achètent de somptueuses villas dans les colonies Las Fuentes et Jardines del Bosque, créent des dizaines d'entreprises légales servant de façade, inscrivent leurs enfants dans les meilleures écoles privées de la ville. Officiellement, ils sont hommes d'affaires prospères, éleveurs de bétail, promoteurs immobiliers, investisseurs dans l'industrie naissante de la tequila. Cette transformation d'apparence est spectaculaire. En quelques mois, d'anciens paysans du Sinaloa deviennent des bourgeois respectables de Guadalajara. Cette métamorphose sociale leur permet d'infiltrer méthodiquement l'élite locale, de nouer des relations durables avec les autorités politiques, policières et judiciaires. Ils financent discrètement des campagnes électorales, participent à des œuvres de charité très médiatisées, organisent des réceptions somptueuses où se mélangent hommes politiques, industriels et hauts fonctionnaires. Progressivement, ils deviennent des figures incontournables de la société guadalajarienne. Mais l'exil guadalajarien produit un effet totalement inattendu que personne n'avait anticipé. Il force les narcotrafiquants du Sinaloa, traditionnellement individualistes et territoriaux, à coopérer étroitement. Séparés de leurs terres ancestrales, coupés de leurs réseaux familiaux séculaires, privés de leurs bases logistiques traditionnelles, ils comprennent rapidement qu'ils doivent absolument s'unir pour survivre dans cet environnement urbain hostile. Gallardo, fort de ses contacts politiques uniques et de son expérience administrative acquise dans la police, s'impose naturellement comme coordinateur de cette coopération forcée. Il propose à ses pairs un pacte révolutionnaire dans l'histoire du crime organisé mexicain. Cette innovation organisationnelle représente un bond en avant dans l'évolution du crime organisé mondial. Pour la première fois dans l'histoire criminelle, des groupes traditionnellement rivaux abandonnent complètement la logique territoriale ancestrale au profit d'une approche entrepreneuriale ultramoderne. Le cartel de Guadalajara invente littéralement le crime organisé version multinationale. Décentralisé pour la sécurité, flexible pour l'adaptation, résilient pour la survie. Début des années 80, une rencontre historique va changer définitivement le cours de l'histoire du narcotrafic mondial et transformer ces criminels mexicains en acteurs géopolitiques majeurs. D'un côté, les cartels colombiens de Medellín et de Cali, dirigés respectivement par Pablo Escobar et les frères Rodríguez Orejuela, contrôlent parfaitement la production de cocaïne dans leurs laboratoires sophistiqués, mais peinent dramatiquement à l'acheminer vers les États-Unis à cause des contrôles douaniers renforcés dans les Caraïbes. De l'autre côté, le cartel de Guadalajara maîtrise parfaitement les routes d'entrée sur le territoire américain par voie terrestre, mais cherche désespérément de nouveaux produits à commercialiser pour diversifier ses revenus. L'intermédiaire providentiel de cette alliance historique s'appelle Juan Mata Ballesteros. Ce trafiquant hondurien au parcours rocambolesque, ancien pilote de chasse formé par la CIA dans le cadre des opérations secrètes en Amérique centrale, dispose d'un atout unique, une compagnie aérienne légale, Setco, officiellement spécialisée dans le transport commercial régional, mais secrètement utilisée pour convoyer armes et drogues à travers toute l'Amérique centrale, pour le compte de diverses organisations criminelles et paramilitaires. Mata Ballesteros connaît personnellement Félix Gallardo depuis 1975, époque où il lui achetait déjà de la marijuana du Sinaloa pour alimenter ses propres réseaux. Parallèlement,
Il entretient des relations commerciales étroites avec les cartels colombiens, leur fournissant des services logistiques aériens pour leurs exportations vers l'Amérique du Nord. Il est donc l'homme idéal pour organiser la rencontre entre ces deux mondes criminels complémentaires. Acheter 3 000 $ le kilogramme directement auprès des producteurs colombiens, la cocaïne se revend facilement 30 000 $ le kilogramme sur la côte ouest américaine, soit un multiplicateur de 10 en quelques jours seulement. Cette marge bénéficiaire fabuleuse dépasse de très loin tout ce que les trafiquants mexicains connaissent avec la marijuana ou l'héroïne. Félix Gallardo, avec son sens aigu des affaires, comprend immédiatement le potentiel révolutionnaire de ce nouveau marché qui va transformer radicalement l'économie du narcotrafic mondial. La cocaïne présente des avantages incomparables par rapport aux drogues traditionnelles mexicaines. Volume extrêmement réduit, facilitant le transport clandestin. Valeur incroyablement concentrée, maximisant les profits. Demande explosive aux États-Unis, créant un marché quasi illimité. Surtout, elle permet enfin d'établir un partenariat équilibré avec les puissants cartels colombiens, là où les Mexicains étaient depuis toujours cantonnés au rôle de sous-traitants subalternes pour la marijuana et l'héroïne. L'accord commercial, négocié personnellement par Gallardo avec Pablo Escobar et les frères Rodriguez, révolutionne complètement l'économie du narcotrafic international. Innovation majeure, les transporteurs mexicains ne sont plus payés en espèces sonnantes et trébuchantes, toujours difficiles à blanchir et à transporter, mais directement en nature. Ils conservent systématiquement entre 30 et 50% de chaque cargaison de cocaïne comme commission de transport. Cette cocaïne de paiement, ils la revendent eux-mêmes directement sur le marché américain, via leur propre réseau de distribution, démultipliant exponentiellement leurs profits. Concrètement, sur 100 kg de cocaïne pure importée de Colombie, le cartel de Guadalajara en garde 40 et les écoule via ses propres filières vers Chicago, Los Angeles, Phoenix et Dallas. Cette répartition équitable permet aux Mexicains de générer des revenus colossaux tout en conservant l'intégralité de leur indépendance opérationnelle. Une fois la drogue entrée sur le territoire américain, sa distribution vers les grands centres urbains devient un jeu d'enfant via le réseau autoroutier interétatique. Les statistiques parlent d'elles-mêmes et illustrent l'efficacité redoutable du système imaginé par Félix Gallardo. En 1985, 90% de la cocaïne saisie à la frontière sud des États-Unis l'est lors de passages terrestres depuis le Mexique, contre moins de 5% 5 ans plus tôt. Cette migration massive des flux témoigne de la transformation structurelle du narcotrafic continental. Le Mexique cesse définitivement d'être un simple pays de transit pour devenir le carrefour obligatoire et incontournable du narcotrafic vers l'Amérique du Nord. Mais l'alliance mexicano-colombienne ne se limite pas aux seuls aspects logistiques et financiers. Elle inaugure aussi une nouvelle ère de violence criminelle d'une intensité inédite. Car la cocaïne attire infiniment plus de convoitises que la marijuana traditionnelle, génère des profits tellement colossaux qu'elle justifie désormais tous les risques, toutes les corruptions, tous les affrontements. Les cartels investissent massivement dans l'armement lourd, recrutent des mercenaires aguerris formés dans les conflits d'Amérique centrale, corrompent des unités militaires entières avec des sommes jamais vues auparavant. Imaginez un instant que se passe-t-il quand la police devient complice des criminels qu'elle est censée arrêter. Le système mis en place par le cartel de Guadalajara dans les années 80 dépasse largement ce qu'on appelle habituellement corruption. Il ne s'agit plus de pots de vin ponctuels ou d'arrangements locaux occasionnels, mais d'une infiltration systémique, méthodique, scientifique de l'appareil d'État mexicain dans son ensemble. Félix Gallardo et ses associés ont littéralement privatisé des pans entiers de l'administration publique, transformant des institutions censées les combattre en instruments de leur protection. Cette complicité active leur permet d'échapper systématiquement aux contrôles douaniers et aux arrestations, créant un sentiment d'impunité totale. Cette complicité institutionnelle atteint des sommets ubuesques qui défient l'imagination. Lors des rares perquisitions ordonnées par des juges non corrompus, les agents de la DFS arrivent systématiquement en premier sur les lieux d'intervention, officiellement pour sécuriser la zone et coordonner les opérations. En réalité, ils préviennent discrètement les trafiquants par radio codée, leur laissant largement le temps de faire disparaître toutes les preuves compromettantes, drogue, armes, documents comptables, équipements de communication. Quand des saisies ont malgré tout lieu à cause d'indiscrétions ou d'initiatives individuelles d'agents non informés,
Une partie importante de la drogue disparaît mystérieusement des dépôts officiels pour réapparaître quelques semaines plus tard sur le marché noir. Les registres sont falsifiés, les témoins intimidés, les preuves physiques détruites ou substituées. Cette manipulation systématique des procédures judiciaires garantit l'impunité quasi complète du cartel devant les tribunaux. Mais la stratégie de Gallardo ne se limite absolument pas à la seule police fédérale, aussi importante soit-elle. Cette méthode présente l'avantage de la discrétion tout en créant des liens de complicité durables. Au niveau étatique, Gallardo cultive personnellement des relations privilégiées et amicales avec plusieurs gouverneurs d'État stratégiques, particulièrement ceux contrôlant les routes de passage vers les États-Unis. Il devient leur conseiller officieux en investissement, leur permettant de blanchir discrètement de l'argent du cartel dans des entreprises communes parfaitement légales. Élevage de bétail, industrie agroalimentaire, bâtiments et travaux publics, développement touristique. Cette proximité étroite avec le pouvoir politique régional lui garantit une quasi-impunité judiciaire spectaculaire. Entre 1975 et 1985, 14 mandats d'arrêt fédéraux sont officiellement émis contre lui par différentes juridictions. Tous sont systématiquement annulés ou classés sans suite sur intervention politique directe, les dossiers disparaissant purement et simplement des archives judiciaires. Au niveau fédéral, le summum de l'infiltration, le cartel réussit même à pénétrer le système bancaire national mexicain, épine dorsale de l'économie légale du pays. Gallardo devient discrètement actionnaire minoritaire de Ban Pacifico, une banque privée régionale spécialisée dans le financement de l'agriculture, et siège même au conseil d'administration de Banco Somex, établissement parapublic contrôlé par l'État mexicain. Ses positions stratégiques dans le secteur financier lui permettent de blanchir légalement des centaines de millions de dollars annuellement et de financer ses opérations légales d'envergure sans attirer l'attention des autorités fiscales. Dans certaines régions entières du Mexique, il devient pratiquement impossible de distinguer clairement où s'arrête l'État légitime et où commence l'organisation criminelle. Cette confusion institutionnelle délibérée sera l'un des héritages les plus durables et les plus toxiques du système Gallardo, expliquant parfaitement pourquoi, 40 ans plus tard, la corruption liée au narcotrafic demeure endémique et structurelle au Mexique. Chihuahua, désert implacable du nord du Mexique, 1983. Dans cette immensité aride et hostile, où ne poussent naturellement que les cactus géants et les broussailles épineuses, où les températures oscillent entre 40 degrés Celsius le jour et 0 degré la nuit, Rafael Caro Quintero s'apprête à réaliser son rêve le plus fou et le plus ambitieux, créer la plus vaste plantation industrielle de marijuana jamais cultivée sur la planète. Son nom deviendra légendaire dans toutes les annales du narcotrafic international, Rancho Buffalo. L'idée de ce projet pharaonique germe dans l'esprit visionnaire de Caro Quintero dès 1981, quand il réalise les limites structurelles de l'agriculture criminelle traditionnelle. Les plantations ancestrales de la Sierra Madre, éparpillées sur des centaines de parcelles minuscules et familiales, cachées dans les replis montagneux, ne permettent plus de répondre efficacement à l'explosion dramatique de la demande américaine de marijuana de qualité. La production artisanale atteint ses limites physiques et économiques. Il faut absolument industrialiser la production criminelle. Appliquer méthodiquement à l'agriculture illicite les méthodes ultramodernes de l'agrobusiness américain et européen. Caro Quintero, fort de ses premiers millions gagnés avec la cocaïne colombienne, décide d'investir l'intégralité de sa fortune dans ce projet révolutionnaire qui va transformer le paysage du narcotrafic mexicain. Le choix géographique du site révèle son génie agricole inné et sa connaissance approfondie des conditions climatiques mexicaines. Caro Quintero acquiert discrètement 2800 hectares de terres désertiques, apparemment sans valeur, par l'intermédiaire de dizaines de prête-noms soigneusement sélectionnés. Paysans locaux, petits commerçants, employés municipaux. Officiellement, selon les documents cadastraux déposés auprès des autorités locales, il s'agit de développer un vaste ranch d'élevage bovin extensif. Activité parfaitement légale et même encouragée par les pouvoirs publics dans cette région désertique sous-développée. En réalité, il va transformer méthodiquement ce désert hostile en paradis vert du cannabis industriel, grâce à des investissements colossaux et des technologies agricoles révolutionnaires. Les travaux de terrassement et d'aménagement débutent discrètement en 1982 et mobilisent en permanence plus de 500 ouvriers spécialisés, géologues pour localiser les nappes d'eau souterraines, ingénieurs hydrauliciens pour concevoir le système d'irrigation,
agronomes pour préparer les sols, cultivateurs expérimentés recrutés dans tout le Mexique. Le chantier titanesque comprend l'installation de plusieurs centaines de pompes électriques et de motopompes diesel pour exploiter la nappe phréatique. La construction d'une dizaine de bassins de rétention d'eau de plusieurs milliers de mètres cubes chacun. La plantation soigneuse de 250 000 plants de marijuana, sélectionnés selon des critères génétiques stricts. L'édification d'un réseau de pistes d'accès pour les véhicules lourds. La sophistication technique du projet dépasse largement tout ce qui existe à l'époque dans l'agriculture criminelle mondiale et rivalise avec les exploitations légales les plus modernes. Caro Quintero importe clandestinement des graines de cannabis sin semilla, littéralement sans graines, en provenance directe de Californie. Cette variété révolutionnaire, fruit de décennies de sélection génétique par les cultivateurs californiens, produit des têtes de marijuana d'une puissance et d'une qualité inégalées, contenant près de 20% de THC, contre 5% seulement pour les variétés mexicaines traditionnelles. Il fait même venir secrètement des agronomes américains. Cette installation pharaonique est alimentée en permanence par pompage, illégal, mais massif, dans la nappe phréatique régionale. Surtout, Caro Quintero révolutionne complètement l'organisation du travail agricole criminel en appliquant les méthodes du management moderne. Rancho Buffalo emploie en permanence 11 000 ouvriers agricoles, chiffre qui dépasse celui de nombreuses entreprises légales mexicaines. Ces travailleurs sont logés dans un véritable village, construit spécialement pour eux. Dortoirs climatisés, réfectoires servant 3 repas quotidiens, dispensaire médical avec infirmières diplômées, terrain de football pour les loisirs, magasins vendant produits de première nécessité et alcool. Cette main-d'œuvre considérable, recrutée méthodiquement dans les régions les plus pauvres du Mexique rural, où le chômage atteint des niveaux dramatiques, touche des salaires 3 fois supérieurs à ceux pratiqués dans l'agriculture légale. En échange de ces conditions exceptionnelles, les travailleurs acceptent un isolement géographique et social total, interdiction formelle de quitter le périmètre du ranch, courrier personnel systématiquement censuré par la sécurité, communication téléphonique étroitement surveillée et limitée. Cette organisation quasi-militaire garantit la sécurité opérationnelle absolue du complexe tout en créant une loyauté indéfectible de la main-d'œuvre, qui dépend entièrement du cartel pour sa survie économique et sociale. La sécurité globale du site relève directement de l'organisation militaire professionnelle et dispose de moyens considérables. Caro Quintero recrute personnellement 300 gardes armés permanents, dont de nombreux anciens policiers fédéraux et soldats de carrière attirés par des salaires mirobolants. Ces hommes, équipés d'armements automatiques et de véhicules tout-terrain, patrouillent méthodiquement sur un périmètre de 50 km autour des plantations, équipés de matériel radio professionnel et de jumelles à vision nocturne. Plus impressionnant encore, ils bénéficient officiellement de la protection légale de la police fédérale mexicaine. 1800 hectares de cannabis de haute qualité arrivés simultanément à maturité, soit environ 8000 tonnes de marijuana sèche prête à la commercialisation. Cette production phénoménale représente à elle seule 20% de la consommation annuelle totale américaine de cannabis, proportion qui témoigne de l'ampleur industrielle du projet. Sa valeur commerciale au détail sur le marché américain est estimée par les experts de la DEA à plus de 8 milliards de dollars, soit l'équivalent du produit intérieur brut de nombreux pays d'Amérique centrale. Cette réussite économique spectaculaire transforme radicalement l'économie interne du cartel de Guadalajara et modifie les équilibres de pouvoir au sein de l'organisation. Jusqu'alors largement dépendant des cargaisons de cocaïne colombienne pour ses profits majeurs, le groupe dispose désormais d'une source de revenus propre, colossale, régulière et entièrement contrôlée. Cette indépendance économique nouvelle renforce considérablement sa position de négociation avec les cartels colombiens et les autorités mexicaines corrompues. Caro Quintero, enivré par ce succès colossal, réinvestit immédiatement l'intégralité de ses bénéfices dans l'extension géographique du projet. Il acquiert discrètement des milliers d'hectares supplémentaires dans les États voisins du Sonora et du Nuevo León, applique rigoureusement les mêmes méthodes industrielles testées à Rancho Buffalo, multiplie les complexes de production selon un plan de développement quinquennal digne d'une multinationale légale. Début 1984, alors que se prépare minutieusement la 2e récolte de Rancho Buffalo, qui promet d'être encore plus abondante, le cartel de Guadalajara dispose effectivement de plus de 12 000 hectares de marijuana en production simultanée dans le nord du Mexique.
Cette surface agricole criminelle équivaut précisément à celle de Paris intramuros, entièrement convertie en plantation de cannabis industriel. Aucune organisation criminelle de l'histoire mondiale n'avait jamais contrôlé une capacité de production agricole de cette ampleur stratosphérique. Enrique Kiki Camarena. Son nom va définitivement changer le cours tragique de cette histoire. Enrique Kiki Camarena Salazar incarne parfaitement l'American Dream version Chicano, cette réussite sociale spectaculaire des immigrés mexicains aux États-Unis. Né en 1947 à Mexicali, en Basse-Californie mexicaine, dans une famille de paysans pauvres, il émigre avec ses parents et ses frères aux États-Unis à l'âge de 9 ans, chassé par la misère rurale qui frappe durablement le nord du Mexique. Installée dans la petite ville frontalière de Calexico, en Californie, la famille Camarena découvre brutalement la dure réalité quotidienne de l'immigration clandestine. Précarité économique permanente, discrimination sociale ouverte, barrières linguistiques, travail illégal dans les champs agricoles californiens. Mais Enrique, l'aîné des enfants, refuse catégoriquement la fatalité sociale qui frappe sa communauté. Élève brillant malgré toutes les difficultés matérielles, parlant parfaitement espagnol et anglais, il obtient une bourse d'études méritoire et décroche un diplôme universitaire en administration publique. En 1974, poussé par un idéalisme juvénile intact et le désir sincère de servir son pays d'adoption qui lui a offert l'éducation et l'ascension sociale, Camarena rejoint la Drug Enforcement Administration, la DEA, créée un an plus tôt par le président Nixon pour coordonner la lutte fédérale contre les stupéfiants. Sa connaissance parfaite de l'espagnol et de la culture mexicaine, sa compréhension intime des mentalités latino-américaines en font rapidement un atout précieux et recherché pour l'agence fédérale. Il gravit régulièrement les échelons hiérarchiques, participe avec succès à plusieurs enquêtes majeures en Californie contre les réseaux de distribution d'héroïne mexicaine, se spécialise progressivement dans l'infiltration